donc là, je vais vous présenter un petit peu les cartes de contrôle, comment cela fonctionne, comment ça marche, et puis après, on passera sur les exercices. Donc, nous, on va traiter toute cette partie-là, pardon. C'est-à-dire les cartes EWMA et toutes les cartes moyennes étendues. Et les cartes aux attributs, je vous en parlerai un petit peu, mais je vais passer assez rapidement dessus. Et puis après, on va switcher, on va faire cours, exercice, etc. La carte de contrôle, son objectif, donc le but de la carte de contrôle, c'est de suivre les deux aspects de l'évolution d'un procédé, à savoir la dérive en position, donc c'est-à-dire par rapport à l'objectif, qui est la moyenne, et la dérive en dispersion. Je vous rappelle, hein, on avait dit, vous rappelez, hein, hier, stylé, on a une loi normale. Ma loi normale, donc c'est à partir du moment où mon process il est bon. Quand je vais suivre ma moyenne, c'est ici. C'est en fait c'est la position de l'objectif que je cible, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est la dérive en position. Et comme je vous disais, l'étendue ou l'écart type, eh bien en fait ça va être la dispersion, le fait que je vais avoir cette plage qui va être plus ou moins grande. Donc, voilà. Donc souvent on utilise à minima 2 cartes pour suivre ces éléments-là. Donc c'est un document sur lequel sont portés. Donc on doit retrouver, et c'est ce sur quoi je veux que vous soyez capable de faire dans cet état d'esprit, à savoir sur lequel on va retrouver le lieu, le procédé, les spécifications, le produit, la fréquence, le nombre d'observations, les résultats des observations, des mesures bien évidemment, et surtout une représentation graphique. Et il faut que cette représentation graphique soit corrélée à ce qu'on appelle un journal de bord. Un journal de bord, c'est quoi? C'est les événements que l'on va avoir tout au long de la production ou de la mise en place du procédé. Donc ça va permettre de voir si le procédé est sous contrôle, s'il y a des réglages, comme on le disait hier avec votre camarade, d'anticiper les réglages et de voir quel est l'impact des réglages que l'on fait. Alors nous, bien évidemment, cette partie-là, ça on va pouvoir le faire, ça on va pouvoir le voir. Par contre, les résultats de réglage, on ne le verra pas. Alors même s'il existe des simulateurs, mais bon, nous en l'EPF, enfin, vous n'en avez pas, où on va simuler des réglages, ça existe, il y a des petits logiciels qui le font, mais nous on ne le fera pas. Voilà. Donc du coup, je vous expliquerai, mais donc les avantages, quels sont les avantages? Eh bien, c'est de maîtriser, enfin qu'il y ait le moins de variations dans la production, de réduire le coût de fabrication forcément et le taux de rebut, et une meilleure capacité réelle du procédé. Alors bien évidemment, l'ordinateur peut être utilisé, donc nous c'est ce qu'on va faire, et puis je vous montrerai une solution que moi j'utilise tout à l'heure pour vous illustrer ce que ça fait. Donc les cartes de contrôle, donc il existe, nous on va voir moyenne et étendue, après média d'étendue ou moyenne écart type qui était le cas de votre camarade. On ne les verra pas, c'est juste le calcul qui diffère, mais sachez juste que c'est selon le procédé, et notamment l'écart type, c'est quand vous avez beaucoup de data. Nous on va pas avoir, on va avoir des données, mais peut-être moins que ce que fait votre camarade, donc du coup il est plus pertinent de prendre moyenne et étendue. Alors, là, je vous mets un exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'on retrouve dans un suivi de carte de contrôle. Et puis après, de toute façon, le tableau de bord de pilotage que vous ferez à la fin sera beaucoup plus fourni que ça. C'est un peu quelque chose de synthétique. Donc la carte de contrôle est toujours associée à un journal de bord, c'est-à-dire des journaux des événements. On le verra après, dans lequel on va avoir les heures de prélèvement, on va avoir des éventuels commentaires, les dates et les événements, est-ce qu'il y a eu des réglages, des changements d'équipe, etc. On va avoir forcément une légende où on va retrouver qu'est-ce qu'on contrôle, la période, vous voyez, la caractéristique, etc.
on va retrouver alors le tableau qui répertorie les mesures. Donc si c'est sur informatique, en fait, le tableau, ben, il tendra à disparaître puisque il y aura un mécanisme d'enregistrement et on ne verra que la partie, je dirais, représentation graphique. C'est tout l'intérêt d'utiliser une solution informatique, c'est d'enlever la partie tableau, puisque je vous rappelle que la maîtrise statistique des procédés date des années 70, et que du coup, dans les années 70, on le faisait à la main. Donc, on devait compléter les différents éléments, et à partir de là, calculer la moyenne, la reporter sur le point qui est ici, calculer l'étendue et la reporter là, puisque ces points-là représentent les valeurs de l'échantillon, etc., etc. Donc les gens faisaient tout ça à la main. Et donc, du coup, avec l'arrivée de l'informatique, ben, effectivement, on peut enlever toute cette partie-là. Donc la zone, donc une carte de contrôle avec, c'est un graphique dans lequel vous avez, comme je vous ai dit, donc différents points qui vont représenter, donc qui sont alignés avec les différents échantillons que l'on va relier. Et ces points, on va avoir au milieu, donc on le verra nous dans les exemples, la valeur cible et ce qu'on appelle les différentes limites. Les limites étant des caractéristiques qui vont nous contraindre qui vont faire en sorte qu'on ne doit pas les dépasser pour maîtriser au mieux le process. Alors ces limites de contrôle, soit elles sont données par le client, soit elles sont calculées via des ABAC. Donc nous on va le calculer via des ABAC. Elles peuvent être aussi données par le client. C'est, je crois, le cas de votre camarade qui le disait la dernière fois. Donc, pareil, on va retrouver l'étendue avec le même principe, que l'on va retrouver avec des différentes limites pour pouvoir la calculer. Ce principe, quelles que soient les cartes que l'on va voir, est toujours le même. Ce qui va différer, c'est qu'on va calculer la moyenne, on va calculer l'étendue, on va calculer pour EWMA une autre façon de calculer les valeurs, mais le principe est toujours le même. Vous avez des points qui sont générés via des calculs de moyenne ou autre par rapport à des échantillons. Ces points doivent être reliés et ensuite on va avoir des limites qui vont encadrer tout ça. Est-ce que... N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Hein. Ça ne me dérange pas. Donc, pour mettre en place un suivi, MSP, maîtrise statistique des procédés, ou SPC, Statistical Process Control, il y a des étapes. Donc, qui sont basées sur le DMAIC. Alors, peut-être que certains, dans vos entreprises, je ne sais pas s'il y en a qui sont chez Safran, parce que Safran... adoptent cette méthode-là dans leur méthodologie de résolution de problèmes. Donc c'est aussi le DMAIC, c'est le Six Sigma, ou Lean Six Sigma. Alors peut-être que vous avez entendu parler de Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. Eh bien, quand vous êtes Black Belt, en fait, vous avez une partie qui est de résoudre des problèmes via la maîtrise statistique des procédés et donc du coup de mettre en place de A à Z toutes les étapes. Donc les étapes, quelles sont-elles? D'abord, vous devez identifier les paramètres critiques du procédé. D'accord? Alors je vais vous dire comment on fait. Alors nous, dans le cas de nos exercices, on va se limiter juste, je vous dirai à quel endroit on va se limiter. Cette partie-là, les paramètres critiques du procédé, moi je vous les donnerai tout le temps. Néanmoins, je vais vous expliquer comment on peut le faire. C'est peut-être des outils méthodologiques que vous avez certainement déjà vus. Ensuite, on va vérifier la capacité du moyen de mesure. Alors la capacité du moyen de mesure, qu'est-ce que c'est? C'est de vérifier que, tiens d'ailleurs votre camarade, je ne sais pas si c'est lui qui le traite ou si c'est d'autres personnes, c'est de vérifier que le moyen qui me permet de mesurer mon procédé est capable de mesurer ce que je contrôle. Je m'explique. Si demain vous devez mesurer des largeurs ou des diamètres de seringues, par exemple, si vous le faites avec un mètre à ruban, eh bien votre moyenne de mesure, il n'est pas capable.
Donc, bon, là, c'est vraiment un exemple exagéré, mais c'est ça l'idée. Alors, c'est de vérifier que mon moyen de mesure est apte à mesurer ce que je fais. Donc, il y a une méthodologie qui permet de vérifier la capacité. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va observer le process et on va réaliser des cartes de contrôle sans limite en faisant, je le rajoute, l'étude de normalité. D'accord. Il faudrait que je le remette. Donc en fait, en gros, on va vérifier que mon process, c'est ce qu'on a fait hier, vérifier est-ce que c'est normal ou pas normal. Ensuite, on va venir calculer, faire des calculs de capacité. Donc ça, on va le voir. Hop là, pardon. On va le voir et on va du coup mettre en place le suivi, le pilotage par les cas de contrôle. Donc là, typiquement, c'est ce que fait votre camarade, cette partie-là. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aussi. Et puis dans le cas où et puis une fois qu'on a fait ça, on va standardiser pour continuer au fur et à mesure. Donc et puis dans le cas où on va avoir des problèmes, on va essayer ici d'analyser, d'améliorer, de comprendre d'où viennent les sources de variabilité, de façon à réduire et améliorer tout ça. Donc voilà les grandes étapes pour la mise en œuvre d'une démarche statistique des procédés. Alors maintenant, je vais passer les étapes une par une pour vous expliquer comment on fait. Donc, pour choisir la première étape, donc choisir les caractéristiques candidates au suivi, il y a 3 critères. La première, qui est de choisir les caractéristiques corrélées fortement en fonction attendue par le produit. Donc, en fait, on va regarder les caractéristiques en fonction des produits. L'historique de non-qualité. Alors, l'historique de non-qualité, en gros, c'est d'aller voir les gens, parce que souvent le process il fait suite à un autre process, à une expertise, c'est important d'aller voir dans ce qui a été fait de façon à pouvoir, parce que on sait que souvent quand on fabrique, on a une problématique sur tel endroit. Donc c'est important d'aller voir l'historique de non-qualité, les personnes qui ont travaillé sur ces procédés depuis des années. Et puis, donc je le disais, je crois, hier, c'est la corrélation existante entre plusieurs caractéristiques. C'est-à-dire que vous allez avoir des codes ou des spécifications qui parfois sont corrélées les unes aux autres. Donc il ne sert à rien de toutes les contrôler. Autant en prendre une qui permet de contrôler 2 ou 3 caractéristiques. Alors, pour définir, on a des outils, alors je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle matrice QED, Quality Function Deployment ou maison de la qualité. Donc en fait, c'est une matrice, ça ressemble, c'est un peu cet élément-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez définir les caractéristiques clients. Donc par exemple, là, c'est un produit, peu importe le produit. Vous avez des caractéristiques ici qui sont fonctionnement souple, pas de jeu visible, assemblage sans forcer, fiabilité, etc. Vous allez y associer des importances en fonction de ce que veut le client. Et vous allez prendre toutes les pièces, A, B, C, D, etc. Enfin, toutes les pièces que constitue votre article. Ces pièces sont elles-mêmes définies par des spécifications, des largeurs, des parallélismes, etc. Et l'idée, c'est de se dire, ma largeur 10, là, elle a un impact sur quoi sur mon fonctionnement souple, etc. Et cet impact, est-ce que, vous voyez, l'impact, il est noté 1 faible, 3 moyen, 9 fort. Et donc, on va venir noter l'impact que l'on a. Quand il n'y a pas d'impact, on ne met rien. Et puis, du coup, à la fin, on va pouvoir venir caractériser l'importance de la spécification. On va y associer ce qu'on appelle la capacité prévisionnelle, donc qui est juste cet historique de non-qualité. C'est pour ça qu'il y a des smileys, juste pour dire, ça, on sait que cette caractéristique, elle est difficile à atteindre. Et du coup, on va pouvoir en ressortir les spécifications les plus importantes. Et donc la question qu'il faudra se poser, c'est sur ces deux, est-ce qu'on va les faire ou pas, puisque celle-ci, elle a une capacité prévisionnelle qui est mauvaise.
celle-ci bonne. Donc la question, ben, on verra le coût que ça peut engendrer et l'impact par la suite pour savoir quelles caractéristiques on doit prendre. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de matrice. Non? Non, non. Non. Bon, c'est simple, hein, c'est des matrices croisées. Je vous conseille, si vous avez, on l'utilise aussi, par exemple, le client, on peut remplacer cette partie-là par des processus. Donc, par exemple, quand vous êtes dans votre boîte, je sais pas moi, si votre service, pour savoir si les process que vous avez mis en place correspondent à ce que veut votre patron ou veut votre client, ben, on peut exactement faire la même chose et croiser pour vérifier que, 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 que tout est bon, quoi. Donc c'est une méthode qui peut être adaptée à différents endroits. Alors ensuite, on fera le calcul de capacité du moyen de mesure. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il va falloir vérifier que la dispersion de l'instrument reste acceptable par rapport aux tolérances que l'on doit contrôler. Ensuite, on va observer le process. Donc on va réaliser une phase d'observation qui consiste à remplir une carte de contrôle sans lequel il n'y a aucune limite. Donc les prélèvements, on va faire des petits prélèvements par sous-groupe de taille constante, de façon à regarder un petit peu comment cela se passe. Ensuite, on va devoir sélectionner la taille de l'échantillon. Alors en fait, on va... alors, tout dépend si on a un traitement informatique ou autre, mais lorsqu'on est dans des ateliers de production, souvent on prend une taille qui est fixée à 5. Alors pourquoi? C'est juste une raison historique. Parce que lorsque le calcul se faisait à la main, on multipliait par 2 puis on divisait par 10 pour calculer la moyenne. Néanmoins, je vais vous donner une formule qui permet de calculer, en tout cas de déterminer les tailles des échantillons. Si vous devez mettre en place un suivi par carte de contrôle. Donc, lors des prélèvements des pièces, il faut respecter les conditions essentielles suivantes. Alors ça, c'est hyper important. Les pièces à l'intérieur de chacun de ces groupes doivent être produites dans des conditions très similaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une pièce produite le matin, une l'après-midi et une 2 jours après. Et vous ne pouvez pas faire des réglages à l'intérieur de votre prélèvement. C'est-à-dire que si vous prélevez, je sais pas moi, 15 pièces, bon là 5 pièces, vous ne pouvez pas en prélever 2, faire un réglage et puis en prélever 3 autres. Sinon, la méthode ne marche plus. Par contre, entre deux prélèvements, là oui, vous avez tout intérêt à faire des modifications et des corrections. Et donc, et bien évidemment, la taille d'échantillon doit demeurer constante pour tous les sous-groupes, c'est-à-dire que si vous partez sur une taille de 5, ben, il va falloir le tenir un certain temps pour en avoir 5. Donc, associé à la taille de l'effectif va être associé la fréquence d'échantillon, c'est-à-dire on va en prélever 5 tous les combien? Toutes les 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, tous les jours, etc. Donc souvent, la fréquence des actions correctives sur un processus doit être au moins 4 fois plus faible que la fréquence de prélèvement. Donc fréquence d'action divisée en 4. Donc exemple, un processus est assez stable, il nécessite en moyenne une action par demi-journée, donc on prélèvera un échantillon par heure. Un processus nécessite en moyenne une action par heure, et bien on fera des prélèvements tous les quarts d'heure. D'accord? Alors comment on fait? Ben, en fait, au départ, quand même, on fait des fréquences assez élevées, de façon à stabiliser le process. Et puis après, on va affiner en réduisant pour regarder, pour arriver à des éléments. Donc, on peut utiliser une formule, T qui est le temps entre deux prélèvements d'échantillons de taille constante, N pour une production moyenne entre deux réglages, et C le nombre de produits réalisés en une heure, la cadence horaire. Donc à partir de là, on est capable d'avoir une fréquence pour déterminer la fréquence. Donc voilà. Alors voilà l'exemple d'une carte d'observation. Donc en fait on a exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas de limite. Donc ensuite on va faire un calcul de capacité. Alors ça on le verra un peu plus tard. Enfin on va le voir aujourd'hui. Comment on fait. Et ce calcul de capacité va nous permettre de conclure si le process il est déclaré capable
ou pas capable. Donc s'il est capable, ben, on passe à l'étape suivante qui est contrôlée. Si ce n'est pas le cas, ben, on va essayer d'innover, d'essayer de trouver des solutions pour rendre le process capable. Ça peut être soit l'extrême, ça peut être changer de machine, ça peut être changer le protocole, changer tout un tas de les procédures qui vont permettre d'améliorer tous ces éléments-là ou optimiser le réglage de la machine. Donc, l'écart de contrôle, donc la moyenne va permettre de surveiller le réglage de la consigne, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, et les étendues, surveiller la capacité du processus de mesure. Donc, c'est ce que je disais, on va calculer les valeurs moyennes et les limites de contrôle. Donc, ces limites sont calculées pour montrer dans quelle mesure les moyennes étendues, ici du procédé, varieraient si seulement les causes communes de variation étaient présentes. Les causes communes, c'est-à-dire ce que l'on ne maîtrise pas, qui sont totalement aléatoires. Et souvent, elles encadrent les valeurs centrales avec une distance de 3 écarts types. Bon, alors là, c'est ce qu'on avait dit, les causes communes, c'est ce qu'on appelle les causes aléatoires, qui sont liées, qui sont imputables au hasard. Et donc, si elles sont indépendantes les unes des autres et d'un ordre de grandeur équivalent, donc on peut appliquer le théorème central limite, c'est-à-dire que le process suivra une loi normale. Donc voilà. Donc les causes spéciales, donc ça je l'avais déjà dit, elles représentent les causes de variabilité importantes qu'il faut corriger, donc c'est ce que ça vous pouvez maîtriser. Donc le principe d'écart de contrôle est détecté par un outil graphique simple, le cas où les procédés n'est plus sous contrôle. Il faut agir. D'accord ? Donc c'est vraiment ça le principe. Donc comment ça se passe ? En fait, vous avez votre carte de contrôle. En fait, chaque échantillon que vous avez ici représente un échantillon un peu plus grand. Mais il va falloir de faire en sorte qu'il soit le plus aligné possible, de façon à ce que ce que nous on va voir va être là, et puis la réalité va être légèrement plus grande. Donc là, on dira que le process est sous contrôle, et là, le processus est hors contrôle. D'accord ? Associé à... oui, non, alors je dis après, je ne me rappelle plus. Oui, non, voilà, oui, ça arrive. Donc là, je vous donne les formules, on y reviendra après. Pour la carte de contrôle de l'étendue, il va falloir calculer l'étendue moyenne. Bon, on verra ça après, on verra dans les exemples. Pour les limites de contrôle, on va utiliser des formules. Alors la limite supérieure de contrôle de la moyenne est égale à la valeur cible plus un coefficient A2. Donc tous ces coefficients, c'est des coefficients qui sont donnés par des abacs. C'est écrit là. Donc je vous donnerai cet abac là dans les éléments. Et on applique bêtement la formule. Donc une fois que c'est fait, on va prélever un échantillon de pièces consécutives et sans intervention. On va mesurer les pièces et reporter les points sur la carte de pilotage. Et on va interpréter le graphique. Alors, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous montre. Je vous ai mis à votre disposition. Si je reprends, normalement, vous l'avez sur Moodle. Vous avez un document qui s'appelle règles de pilotage. Donc, je vais l'ouvrir, puisque ça c'est pour ouvrir. Donc, en fait, alors je ne sais pas votre camarade hier s'ils ont standardisé les règles de pilotage, je ne sais pas dans leur entreprise. Mais souvent, on va avoir un document qui va dire, voilà, selon comment se comporte le graphique, il faut faire telle chose, tel réglage. Donc en fait, on va avoir une méthode associée à l'interprétation des cartes. Donc là, par exemple, vous en avez un exemple qui est très, je dirais, générique et académique. Donc en gros, quand j'ai mon graphique qui est... j'ai les courbes des moyennes et étendues qui sont dans les 2/3 des points de part et d'autre de ma valeur cible, je produis. J'ai rien à faire. Lorsque j'ai un point hors limite, tout d'un coup, donc selon si je suis sur la carte de moyenne ou carte des étendues, en fait, on va, si c'est la moyenne, régler de la valeur de l'écart qui sépare le point de la valeur cible. Donc, souvent, pour la carte des étendues, c'est que s'il n'y a qu'un point, c'est qu'il y a une erreur de mesure. Pourquoi vous avez mesuré, à un moment donné, il y a un point, vous avez fait une erreur de mesure, et donc ça
la carte des étendues, puisque qui est la différence entre la valeur max et la valeur min, parce qu'à un moment donné, vous avez il y a dû avoir une erreur de mesure dans le process, etc., etc. Donc là, dans les règles, on va avoir, donc lorsqu'on a un point qui sort des limites, lorsqu'on va avoir 7 points, alors c'est entre 5 à 7 points, tout dépend des entreprises. Lorsque je vais avoir un certain nombre de points qui est une tendance soit supérieure ou inférieure par rapport à la valeur cible, ou à la moyenne, ça revient même de toute façon, il va falloir faire des réglages. Lorsque je vais avoir, donc là c'est qu'il y a un mauvais centrage si c'est la moyenne, lorsque je vais avoir quelque chose qui croît ou qui décroît, voilà, donc souvent sur la moyenne c'est que j'ai une usure d'un outil ou qui pose problème. Et les points proches, on peut avoir aussi ce cas-là. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces phénomènes-là, on met en place des actions correctives pour faire en sorte de régler le process et de revenir dans ce cas-là. C'est bon? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Donc, hop là, pardon. Donc, alors pour analyser, innover, on va utiliser d'autres outils du Six Sigma. Je ne sais pas si vous avez utilisé ce qu'on appelle les études de régression et les plans d'expérience. Je ne sais pas si vous connaissez ces outils-là. Donc, les plans d'expérience, c'est, ça va permettre d'optimiser des réglages sur une machine en expérimentant, d'où le terme. Donc voilà. Mais ça ne fait pas l'objet du cours. Après, on va standardiser. Donc, les cartes étant en place, il faudra interpréter celles-ci. On sera dans la phase d'utilisation des cartes de contrôle. L'utilisation des cartes de contrôle, donc, l'idée, c'est que c'est l'opérateur qui le règle. Alors, tout dépend du process qu'il utilise. Lorsque sa variabilité aura diminué, il faudra alors recalculer les cartes et continuer à améliorer. Donc, bien évidemment, quand on le fait informatiquement, tout ça se fait automatiquement. Le but va être de mettre tout ça sous contrôle. Du coup, on place les différents points moyenne étendue sur un graphique, d'après ce qui précède. Donc, on va se retrouver entre plus ou moins 3 sigma. On aura, autrement dit, 99,73% des points qui vont être à l'intérieur de ces limites.